dans mon pays. Je vais bien, à sa grâce. Je me porte bien. Pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde, je rappelle que c'est le lundi de Pentecôte, lundi 9 juin, que mes amis et moi de la PEXI et au nom de la FIDO, nous avons décidé de faire une autre conférence de presse. Parce que regardez très bien ce que traverse notre pays. Et encore une fois, nous avons dénoncé ce qui se trame dans notre pays. Une élection, c'est la liberté aux citoyens, au peuple, de choisir ses dirigeants. Cette élection est pipée. Alors que les uns veulent faire d'autres mandats de plus, ils ferment tout, ils verrouillent tout. Et l'élection n'est pas objective, n'est pas transparente. Pour prévenir ce qui pourrait advenir, c'est ma mission que Dieu m'a confiée. Dénoncer, alerter, interpeller la communauté internationale, tout le monde. C'est ce que je ne sais que faire. C'est ma mission. C'est ma vocation de défenseur des droits de l'homme. Jamais je ne prendrai les armes contre mon pays. Jamais je ne soutiendrai quiconque prendrait les armes contre ma patrie. J'aime mon pays. J'aime la vérité, j'aime la justice. C'est ce que Dieu a mis en moi. Alors, cette vidéo a commencé à faire des vagues. En me traitant de pyromane, en me traitant de tous les noms, en réveillant les vieilles vidéos de 2020, tous, pour m'abattre. Les commentaires sont clairs, éloquents. Dr Boga est devenu l'homme à abattre. Des amis et des frères à qui je ne cesserai de dire merci m'ont appelé de partout, de la Côte d'Ivoire, de l'extérieur, mes collaborateurs de l'extérieur, me demandant de partir, de partir, de partir. Et donc le vendredi 13, comme tous les matins, je me réveille vers 4h, 5h, je fais ma prière. Et cette fois-ci, je demande clairement au Seigneur, donne-moi un signe, si vraiment je dois me sauver, pour que tu me protèges. Donne-moi un signe. Il était vers 5h. À 5h21 du matin, je reçois un message d'une haute autorité de la sécurité de mon pays. Parce que j'ai des contacts, ils ont aussi mes contacts. Elle me balance la vidéo de la conférence de presse du 9 juin avec en commentaire un propos de menace du style « Ils le prendront à leur dépens, ceux-là. La poutinisation de la Côte d'Ivoire ne passera pas. » Voici le message. Et je lui écris, Monsieur X, qu'est-ce que je dois sous-entendre de ce message? Il ne m'a pas répondu. Moi, ma réponse, c'était à 5h41. À 8h, 8h15, c'est monsieur le préfet de police d'Abidjan qui m'appelle, me dire, Docteur Boga, nous voudrions vous voir pour parler de la conférence de presse que vous avez donnée il y a quelques jours. Je dis, est-ce que c'est une convocation? Parce que je n'en ai pas reçu, ou bien... Non, 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 c'était un appel pour que vous passiez nous voir. Maintenant, si vous voulez une convocation, on verra bien. Et donc, intuitivement, et c'est la vérité, je dis, bon, comme je suis à Boaké pour mes enseignements, je ferai tout pour rentrer le dimanche, puisque nous sommes vendredi, et je passerai à votre bureau le lundi. Chers frères et sœurs, même quand on n'est pas ancré dans la foi, comme nous autres qui nous débrouillons, tu as demandé un signe, Dieu m'a donné un signe. Aussitôt donc, j'ai alerté mes réseaux, mes contacts, pour qu'on puisse m'apporter une aide. À partir de 13h de la même journée, la cavale a commencé. Mais on a fait escale quelque part sur le coup de 19h. Et j'ai remis mes téléphones un peu en marche pour voir un peu. Il était autour de 20h, 21h. Et c'est en ce moment-là que un appel
d'un ami, un frère, me joint pour me dire, ah oui, mais cher frère, la main noire rôde, elle est à l'université de Boaké en train de t'attendre. Donc, prends tes dispositions. Donc, je raccroche et donc, c'est confirmé définitivement. C'est Dieu qui m'a sauvé la vie. Les gens seraient peut-être très heureux s'ils m'avaient pris en incognito, parce que ce n'est pas officiel. Je n'ai pas reçu de convocation. Mon avocat n'a pas été saisi, rien du tout. Mes avocats, rien. Si on m'avait pris, peut-être que je ne serais plus de vôtre, peut-être que je ne serais plus vivant, peut-être que je serais torturé, peut-être que je serais emprisonné si j'avais encore de la chance. Dieu n'a pas voulu, parce que je n'ai rien fait de mal. Je n'ai fait que dire les choses telles qu'elles sont. Nous aimons notre Côte d'Ivoire et on ne peut pas accepter qu'on verrouille tous les fils du pays et que ceux qui veulent être candidats le soient et que les autres soient verrouillés. Le dire, si c'est ça mon crime, Dieu n'a pas accepté qu'on me tue. De là où je me trouve, je vous dis que je suis vivant. Mais si Dieu n'a pas accepté qu'on me tue, c'est que ma mission n'est pas encore terminée. Alors, vous allez être servis comme il se doit. À quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, la Côte d'Ivoire semble replonger dans une ambiance délétère marquée par une montée des tensions politiques, des arrestations arbitraires, des enlèvements, des menaces de mort et des disparitions inquiétantes. Ces dérives autoritaires alimentent les craintes d'un retour aux heures sombres que le pays a traversées depuis le début des années 2000. Que cache réellement cette montée en puissance de la répression? Est-ce une stratégie calculée du pouvoir pour conserver le contrôle à tout prix, ou l'expression d'un système en perte de légitimité face à une opposition résiliente? Pour comprendre cette dynamique, il convient de la replacer dans le contexte géopolitique sous-régional, dans l'histoire politique ivoirienne récente et dans l'évolution des relations de pouvoir dans le pays. Un climat préélectoral marqué par la peur et l'intimidation. Depuis début 2025, les médias nationaux et internationaux rapportent une recrudescence d'actes de violence ciblés, enlèvement d'opposants, emprisonnement de figures politiques et de membres de la société civile, intimidation contre les journalistes et les activistes. Certaines personnalités proches de l'opposition ont été arrêtées sans mandat clair, parfois sans nouvelles pendant plusieurs jours. Des ONG locales et internationales dénoncent une restriction de l'espace civique et une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Ce climat d'intimidation semble viser un objectif clair: neutraliser toute contestation sérieuse du pouvoir en place à l'approche du scrutin présidentiel. Le message implicite envoyé est celui d'un régime prêt à tout pour maintenir son emprise sur l'appareil d'État, quitte à piétiner les droits fondamentaux. Le poids des crises politiques passées. Pour saisir les ressorts de cette stratégie, il faut revenir aux années 2000, qui ont vu la Côte d'Ivoire entrer dans un cycle de crise politique et militaire. Le coup d'État de 1999 contre Henri Konan Bédié a marqué une rupture brutale avec la stabilité relative de l'ère Houphouët-Boigny. Puis, en 2002, le pays est plongé dans une guerre civile à la suite d'une tentative de coup d'État contre le président Laurent Gbagbo, entraînant une division de facto entre le Nord rebelle et le Sud loyaliste. Cette crise s'est prolongée jusqu'en 2011 avec l'élection présidentielle contestée de 2010, qui a débouché sur une violente crise post-électorale. Le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara, validée par la communauté internationale, a fait plus de 3000 morts. Cette séquence a profondément marqué les esprits et modifié durablement les équilibres politiques du pays. Depuis l'accession au pouvoir d'Alassane Ouattara en 2011, la Côte d'Ivoire a connu une certaine stabilité économique, mais une démocratie fragile. La réconciliation nationale promise est restée inachevée, les rançonneurs entre anciens belligérants n'ont pas été purgés, et les mécanismes judiciaires ont été largement unilatéraux. L'impunité et la mémoire sélective ont contribué à la résurgence des tensions. La politique ivoirienne entre exclusion et manœuvre de conservation du pouvoir. La scène politique ivoirienne est caractérisée par une forte personnalisation du pouvoir et par une compétition intense entre les figures historiques, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié décédé en 2023, auxquels s'ajoute Guillaume Soro, en exil. Cette configuration a bloqué le renouvellement des élites et freiné l'émergence d'une opposition institutionnalisée. Le troisième mandat controversé d'Alassane Ouattara en 2020, obtenu après la mort brutale du candidat désigné du RHDP, Amadou Gon Coulibaly,
a exacerbé les tensions. Malgré les protestations et les boycotts, il a été réélu dans des conditions largement critiquées. L'actuelle présidence cherche visiblement à éviter une répétition du scénario de 2020 en éliminant toute menace électorale en amont. Ce verrouillage politique passe par le contrôle de l'appareil sécuritaire, de la justice, des médias publics et du financement des partis. La logique semble désormais guidée par une volonté d'écarter préventivement les opposants gênants par des moyens extralégaux, sous couvert de maintien de l'ordre public. La géopolitique sous-régionale est l'effet domino des instabilités. La situation interne de la Côte d'Ivoire ne peut être dissociée de son environnement géopolitique. La sous-région ouest-africaine est en proie à une série de bouleversements politiques majeurs. Les coups d'État militaires au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, puis au Niger ont fragilisé l'ordre démocratique régional. Les régimes militaires, soutenus par un sentiment populaire anti-français et anti-élite, ont bouleversé les équilibres traditionnels. La Côte d'Ivoire, longtemps considérée comme un pôle de stabilité et de croissance, regarde ces dynamiques avec inquiétude. Le pouvoir en place redoute une contagion de l'instabilité, voire une insurrection intérieure nourrie par les frustrations sociales, le chômage des jeunes et la perte de confiance dans les institutions. Cette peur alimente un réflexe sécuritaire et autoritaire qui se traduit par la répression préventive. À cela s'ajoute une pression géopolitique accrue liée à la compétition d'influence entre puissances étrangères. La France, partenaire historique, voit son influence contestée, tandis que la Russie et la Chine renforcent leur présence économique et parfois sécuritaire. Cette redistribution des cartes ajoute un niveau de complexité à la politique interne, où chaque choix diplomatique est désormais lourd de conséquences. Vers une dérive autoritaire ou une stratégie d'autodéfense ? Face à ces éléments, deux lectures s'affrontent. Pour certains, le pouvoir actuel engage une dérive autoritaire, cherchant à museler toute opposition afin de garantir une transition contrôlée, voire une continuité dynastique ou clanique du pouvoir. Cette approche, typique des régimes en fin de cycle, pourrait déboucher sur une explosion sociale si les mécanismes démocratiques sont perçus comme totalement vidés de leur substance. Pour d'autres, les mesures répressives relèveraient d'une stratégie d'autodéfense dans un contexte de menaces multiformes, insécurité aux frontières, sabotage politique interne, déstabilisation extérieure. Selon cette logique, il s'agirait de prévenir un nouveau cycle de violence, en écartant les éléments susceptibles de replonger le pays dans le chaos. Cependant, cette justification trouve vite ses limites lorsqu'elle se heurte à la réalité du terrain. Les arrestations ciblent essentiellement l'opposition et les voix critiques, tandis que les dérives de certains proches du pouvoir restent impunies. En conclusion, nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire se trouve à la croisée des chemins. L'élection présidentielle de 2025 pourrait être l'occasion d'un tournant démocratique, d'un renouvellement de la classe politique et d'une réconciliation nationale sincère. Mais pour cela, il faudrait un sursaut du pouvoir en place, une volonté de garantir un jeu électoral équitable et une ouverture réelle du débat public. À défaut, le pays risque de s'enliser dans une logique de répression, de défiance généralisée et de tensions latentes. Une telle évolution serait non seulement dangereuse pour la stabilité intérieure, mais également pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, dont la paix dépend largement de celle de la Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien, marqué par 2 décennies de souffrance, aspire à autre chose. Il reste à voir si ses dirigeants seront à la hauteur de cette attente.